Bonsoir. Cette semaine, c'est une semaine de cinéma, c'est la fête du cinéma. Deuxième rendez-vous au Capitole. À ce propos, je vous rappelle que dimanche, dans le cadre du Ciné-Festival, on aura le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois Marco Bellocchio, qui va présenter son tout dernier film, Sangue del mio sangue, qui a été présenté au dernier festival de Venise. Je vous invite, évidemment, à venir le voir, mais aussi parce que c'est vraiment un très beau film. C'est un film qui se prête à différents niveaux de lecture, et ça nous fait particulièrement plaisir d'avoir avec nous Bellocchio qui va vous introduire ce film qui est un peu le miroir de sa vie personnelle, mais c'est aussi un film qui raconte beaucoup de l'Italie d'aujourd'hui, mais aussi du passé. Revenons à ce soir. C'est le début d'une célébration. C'était au début de l'été, en fait, j'étais convoquée dans le bureau du groupe de cinéastes indépendants, collectif, j'aime bien ce mot, à Climage, donc le groupe Climage. Ils avaient envie de me raconter de leur nouveau projet et surtout, ils m'ont rappelé que Climage existe depuis 30 ans. Ça m'a pris un petit moment. J'ai réfléchi, j'ai dit oui, c'est 30 ans. Et en fait, je réalisais que Climage, depuis que je suis en Suisse, un peu plus que 20 ans, m'accompagne en fait. Grâce à leur travail, grâce à leurs films, à leur regard engagé sur le monde, j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai découvert beaucoup de choses aussi de ce pays dans lequel je vis aujourd'hui. Et donc, je voulais les remercier. Donc évidemment, on va les accompagner pour cette célébration. En plus, ils sont basés ici à Lausanne, donc ici au Capitole, ils sont chez nous. Merci à Climage, avec tout mon cœur. Donc ce soir, c'est le premier film pour célébrer ces 30 ans. Ils ont réalisé 3 films tout dernièrement. Le premier, c'est le film de Daniel Wyss, que vous allez voir dans quelques instants. Le deuxième film qu'on va présenter toujours ici au Capitole, parce que évidemment c'est aussi un peu chez eux, ça sera le film d'Alex Mayenfish. On va le présenter le mercredi de décembre. Il s'appelle Un besoin pressant. Et puis, last but not least, après les fêtes, en janvier, le mardi 19 janvier, on va vous présenter le dernier film de Stéphane Goël, Fragments du paradis, qui était présenté notamment au dernier festival de Locarno. Alors, évidemment, la Cinémathèque n'est pas la seule à célébrer les 30 ans de Climage, et donc pour souhaiter bon anniversaire à Climage, j'aimerais demander à Gaspard Lamunière de la RTS, de l'unité documentaire de la RTS, à me joindre pour chanter une belle chanson d'anniversaire. Merci Kita. Bonsoir, c'est toujours vraiment un plaisir d'être dans cette magnifique salle pour venir présenter des coproductions documentaires de la RTS. Avec ce soir un film qui a trouvé sa genèse il y a à peu près 1 an et demi, lors d'un pitching que nous organisons chaque année pour encourager donner une aide à l'écriture et au développement à des projets en gestation. Et à l'époque, le sujet de Daniel sur ce camp d'internement, où vous verrez comment il l'appelle dans le film, ce camp très particulier qui a retenu des gens prisonniers pendant la Deuxième Guerre mondiale en Suisse. Et on trouvait cette histoire, d'une part, totalement méconnue, en tout cas nous on ne la connaissait pas. Et on aime bien raconter des histoires méconnues, parce que quand elles méritent d'être connues en tout cas. Et puis dernière chose, on se heurtait d'emblée à certaines difficultés avec ce film. D'abord parce que les témoins, beaucoup avaient disparu, certains commençaient à être très âgés, donc il fallait aller assez vite. Et puis l'autre difficulté, c'était comment raconter cette histoire de ce camp dont il n'existe pratiquement pas d'image. Et donc des discussions qui ont eu lieu avec la production et avec Daniel, et une solution élégante que vous allez découvrir grâce à l'animation qui offre dans le documentaire des solutions aujourd'hui, et que nous, en tout cas à la RTS, nous avons toujours soutenu. Voilà. Avant d'appeler Daniel, juste j'en profite, comme on est sur la RTS, une fois de plus, parce que vous nous accompagnez toujours, souvent en tout cas. Un mot sur Climage, parce que vous êtes des compagnons d'aventure quand même de ce groupe de cinéastes. Donc,
Oui, c'est une très longue aventure. On la raconte un peu chaque fois qu'on vient ici présenter les films de Climage. C'est une aventure de très longue durée qui s'est passée à travers différents types d'émissions, que ce soit notre magazine de reportage Temps Présent. Maintenant, c'est plutôt chez nous à l'unité documentaire qu'on travaille ensemble. C'est un travail vraiment de longue haleine avec un collectif qu'on aime beaucoup, parce qu'il parle beaucoup de l'ici et du maintenant et donne une vision, je crois, de ce pays, de choses qui se passent dans ce pays, que voilà, pas tous les cinéastes de ce pays aiment aborder, se confronter à ces questions-là, mais chez eux, ils n'ont jamais peur de le faire, et c'est ça qu'on aime dans leur travail. Merci. Alors on va appeler Daniel Wyss. Je ne les vois jamais parce qu'il Il est là. toujours la lumière. Daniel Wyss. Bonsoir, bonsoir. To you. Bon, moi, j'étais même pas né à cette époque, si tu veux. Évidemment. Moi non plus d'ailleurs. Hein. Enfin, non, si je suis très bien conservé. Alors, voilà, je suis très content, très fier d'être là ce soir. Merci d'être venus si nombreux à la première de mon film ici au Capitole à Lausanne, chez moi. On ne fait pas un film tout seul, alors je tiens quand même à remercier les gens qui nous soutiennent depuis longtemps, comme la RTS, la SSR, l'Office fédéral de la culture, Cinéforum, la Loterie Romande, et le Téléphone qui ont soutenu ce film. Et puis j'aimerais profiter, vu que c'est la première, de remercier, en tant que réalisateur, on ne peut pas faire un film tout seul. Et moi je suis très content parce que j'ai été très bien entouré pour faire ce film. De gens très talentueux, beaucoup plus talentueux que moi d'ailleurs. C'est ça mon boulot, c'est de trouver des gens qui peuvent peut-être faire passer la vision ou comprendre ce que j'ai à dire ou pas. Donc j'aimerais appeler ici sur scène mon équipe. Alors d'abord Olivier Griva, qui est l'instigateur de ce projet. J'espère qu'il est là. Voilà. Olivier. Ensuite Stéphane Goël, mon producteur, au monde de Climage. Nicolas Veutet à la caméra. Au montage, Nicolas Isler. Aux animations, Éloi Henriot. À la musique, Guillaume Burman. Et au graphisme, Manon Roland. Et évidemment, je n'oublie pas notre étalonneur, Jean-Baptiste Perrin. Attendez, peut-être, je peux vous demander Voilà. la photo de groupe. Ah oui. La photo de groupe, voilà. La photo d'équipe de foot, c'est bien. Là, Je fais le on a ballon. Karine, notre photographe, et Cheese. Le fromage, ouais, c'est bien. Ouais. Ah, heureusement qu'il y a une fille, hein. Moi je ne veux pas dire, mais je me sentais un peu seule là. Désolée, ça m'arrive des fois de noter ça. Voilà, et puis je voulais juste dire par rapport à cette histoire de la fête des 30 ans que nous fêtons cette année, nous avons commencé les hostilités au mois de janvier à Soleure, où nous avons décidé de mettre notre catalogue de films, toute la collection de 40 films sur le site de la RTS. Donc vous pouvez aller voir tous nos films. Si vous tapez rts.ch/climage, vous verrez plus de 40 films, 30 ans de films gratuitement en streaming. Donc ça c'est super. Et puis pour finir cette année, nous avons 3 films. Et nous allons, avant la projection, vous passer une petite bande-annonce des 2 films à venir qui seront montrés ici sur cette salle. Juste une chose. Il y a Alex qui se cache, on peut l'appeler. Oui, bien Alex, c'est bien. Alex Mayenfish, comme ça il y a pratiquement une bonne partie du groupe Climage qui est là. Alex Mayenfish, le prochain film que vous allez voir. Puis Fernand vous embrasse, il est au grand Fernand, voilà. Il manque juste Fernand Melgar, mais après tout le monde est là. Photo. Voilà. Alors, je crois qu'on va peut-être passer au film. Je vous souhaite une excellente projection. Merci beaucoup. Daniel, on va avoir une petite discussion à la fin. Oui. Ok, alors on se revoit tout à l'heure. Merci, bonne projection. Merci beaucoup. Merci.
Daniel Wyss, je sais que tu es un passionné d'aviation. C'est une des raisons pour laquelle tu as beaucoup étudié l'histoire dans la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est vrai que ce que tu nous racontes dans ce film est une réalité un peu cachée dans l'histoire du pays. Je vais jouer le rôle de la naïve, mais comment ça se fait? Alors, disons que cette histoire, elle a été racontée pour la première fois en 1952 par un déserteur allemand qui raconte ce qu'il a vécu à Wau-Willemoes. Et puis, bon, il se trouve que c'est un déserteur, c'est une fiction, on dit, et évidemment les archives, elles sont restées cachées jusqu'en 1985, quelque chose comme ça. Et bon, moi, j'avais jamais entendu parler de cette histoire, mais il y a 3 ans, je ne connaissais pas l'existence du bled de Wau-Willemoes. Et c'est Olivier Griva qui m'a dit, bah voilà, il y a des aviateurs américains qui vont recevoir une médaille de prisonnier de guerre parce qu'ils ont été enfermés dans un camp en Suisse. Je dis, ouais, attends. Quand même, la Suisse n'a jamais été en guerre avec les États-Unis, faudrait que la loi américaine change et tout ça. Et il m'a dit, bah écoutez, si ça vous intéresse, je vous mets en relation avec des gens, à voir si... Et on s'est dit, est-ce qu'on arrive encore à raconter cette histoire? Est-ce qu'on n'arrive pas 10 ans trop tard, tu vois? Est-ce qu'on arrive encore à trouver quelques personnages qui peuvent nous raconter cette histoire? Ils sont, les gens que vous avez vus là, ils ont entre 90 et 95 ans. James Misuraka, celui qui rencontre Heidi, il est décédé il y a à peu près 1 mois et demi. Donc, c'est vrai que quand on a décidé de faire ce film, on s'est dit, c'est maintenant ou jamais, parce que le temps, il est... Et on raconte une petite histoire, c'est celle des Américains qui sont une minorité en Suisse par rapport à l'internement et une minorité dans ce camp. Donc en fait, voilà, les Polonais, les Russes, les Soviétiques, les Allemands qui étaient, j'ai essayé d'en trouver, ils sont morts. Parce que c'est des gens qui auraient eu 110 ans, 105 ans aujourd'hui, donc voilà. Mais il m'a semblé important de raconter cette histoire aujourd'hui et qu'elle reste. Alors voilà, c'est un film qui... J'espère qu'il aura sa vie, mais voilà, je t'ai dit ça parce qu'en fait, il y a 10 jours, nous avons fait une projection de ce film à Egolswil. Je sais que vous connaissez tous Egolswil, c'est un bled magnifique de la campagne lucernoise qui se trouve à 800 mètres de là où il y avait ce camp. Et en fait, l'ancien syndic d'Egolswil, avec qui j'ai fait pas mal de recherches, pour essayer de trouver des témoins suisses qui puissent me parler de ça, sans succès. J'ai fait tous les EMS de la région d'Egolswil, c'est super, quoi. On y mange très bien, je vous dis. Et en tout cas, on n'a trouvé personne. Et il était déçu, moi aussi, évidemment. Et il m'a dit, écoute, je pense qu'au pire, si ça va pour toi, on fait une première ici. J'ai dit, mais t'es sûr que tes amis, tes concitoyens d'Egolswil et Schütz et environ et Wauwil veulent qu'un Welsh vienne leur montrer un peu les choses moches qui sont passées il y a 70 ans. Il m'a dit non, c'est super. Et en fait, on a organisé une première là-bas et j'ai été surpris de l'accueil que cette première de la version allemande du film, Lotslandung, a eu là-bas parce que les gens de la génération de mes parents, des baby boomers, ils m'ont tous dit on avait entendu parler de ce camp. C'était... Aujourd'hui, en fait, il y a une prison, si vous voulez, à la place du camp. C'est devenu une prison cantonale fédérale, en fait. Mais c'est un peu un hasard, en fait. C'est pas, ils ont détruit le camp, ça n'a rien à voir, si vous voulez. C'est même une prison modèle. Si vous achetez des produits bio à Lucerne, dans la région de Zourzé, ça vient de là-bas. Non, c'est vrai, c'est les prisonniers qui font ça. C'est con. Non, mais voilà, je vous dis, ils appellent ça Meusli, petit barret. Pour dire juste l'état d'esprit. Alors les gens me disent, on savait qu'il y avait ça, mais en fait, comme nous, on a un rapport à cette prison qui est sympa, on n'imaginait pas du tout. Et alors après, il y a eu évidemment, c'est le problème de se faire des films sur la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des gens de 95 ou même un ancien pilote de 103 ans qui m'a dit, mais comment osez-vous, vous n'avez pas vécu la guerre, et puis pourquoi est-ce qu'un jeune de votre âge s'intéresse à une histoire aussi moche et à ternir l'image de notre belle patrie? Donc
Donc voilà, on n'a pas fait un cours de... Mais il y a des images quand même photographiques dans le film. Alors, il y a Tu les as trouvées où 13 photos. Quand ils ont fait l'enquête sur la mort d'un soldat russe, ils ont photographié les baraquements de l'intérieur et de l'extérieur pour qu'on puisse faire... c'est des pièces à conviction, en fait. On voyait des trous de balles dans les fenêtres. Et puis, il y a, à mon avis, à un moment donné, quelques photos de très mauvaise qualité que les Américains ont... Quelqu'un a dû passer à un moment donné un appareil photo en contrebande et faire 5 photos. Mais c'est vrai que, bon, moi j'ai fait en tout 2 ans et demi de recherche pour ce projet. Enfin, si je regarde le moment où on a eu l'idée jusqu'à aujourd'hui, ou jusqu'à la première. Et c'est vrai que, ben voilà, on a très très peu de documents. Évidemment, il n'y a aucun document film sur le camp. Et de manière générale, sur l'internement, il n'y a pas énormément. Il y a beaucoup sur les spahis, parce que c'est des soldats exotiques. Mais sinon, il y a assez peu. Et justement, comment tu as eu l'idée d'intégrer dans la narration des séquences d'animation? Alors, dès le début, nous, on avait très peur, quand on a fait le premier voyage aux États-Unis pour filmer la cérémonie et puis pour trouver ces protagonistes, on avait très peur que les gens soient trop vieux et qu'on puisse pas... le film que j'avais fait sur les réfugiés chiliens, c'était un film Talking Heads où voilà, les gens parlent et racontent et ils sont vivants et arrivent à faire passer un message sans que... en Talking Head, donc juste en interview. Et là, on s'est dit, voilà, de nouveau, pour prendre l'exemple de Mizoraka, celui qui rencontre Heidi, il fait des pauses de 10 secondes avant de dire une phrase, quoi. Il commence un truc, et puis après il continue, puis après et puis je sais que Nicolas, qui me regarde là en rigolant, a beaucoup, quand je lui ai montré les roches, c'est mon monteur, il a eu beaucoup de peine au début, il m'a dit non mais attends, ces mecs-là, les gens ils vont s'endormir en m'attendant ton film, ça va pas quoi. Et voilà, on a 4 heures d'interview où c'est vraiment horrible. Et on s'est dit, on fait pas de la radio, on peut pas. Et dès le départ, on s'est dit, en fait, on doit les aider à raconter cette histoire. Et on s'est dit, voilà, l'animation est un bon moyen. Je suis tombé sur Eloas par un hasard incroyable. Et je trouve qu'il a fait un boulot extraordinaire, en fait, aussi dans la façon dont ces choses-là sont racontées, c'est-à-dire une simplicité. Nous, on voulait de toute façon faire du noir-blanc pour que ça soit un tout petit peu là dans cet esprit. Et puis, on s'est dit, voilà, les histoires, on va dire, l'histoire générale sera racontée par Archive, le contexte, et puis les histoires personnelles seront racontées par l'animation, comme si c'était un truc un peu subjectif. Et puis on a essayé d'être assez précis pour que ça soit vraiment de l'animation documentaire. Alors à un moment donné, Éloi m'a dit, mais quand on doit sauter d'un B-24, on fait comment? Et j'ai été faire des recherches et je lui ai dit... Ça va sauter quand même. Oui. Alors, je ne me suis pas parachuté, mais j'ai dit simplement, j'ai fait des recherches. Et puis je suis tombé sur un manuel de l'armée américaine qui dit en cas de besoin, sauter par, etc., etc. Donc, même l'endroit d'où il saute est documentaire, si vous voulez. Ce n'est pas une invention. Et comment c'était... Donc, tu es allé plusieurs fois aux États-Unis. Comment c'était la rencontre avec ces messieurs assez extraordinaires, je dois dire? Alors, ils étaient assez incroyables. Ça, c'est aussi l'esprit américain, en fait. Ils étaient... Enfin, je pourrais être leur petit-fils. Ils étaient... je pense qu'ils avaient... À la fin des années 90, ils ont commencé à raconter ça à leur famille et ils ont saoulé leur famille. Parce que leur femme a dit, il m'en a pas parlé pendant 50 ans, puis après il n'a plus parlé que de ça, quoi. Donc, ils étaient contents que des gens qui ne connaissaient pas, des jeunes, viennent leur demander, et qu'on connaissait bien cette histoire, parce qu'évidemment, moi j'avais fait des recherches aux archives fédérales à Berne, donc j'arrivais à leur poser des questions précises et dire, mais c'était pas machin qui, etc., etc. Donc, on les a vus pendant des périodes assez courtes, parce que finalement on avait une sorte de tournage assez... un peu chaotique, parce qu'on ne savait pas si on arriverait à le faire ou pas. Mais en fait, ils étaient très contents, et je suis resté en contact avec tous par email. Bon, des fois, ça prend quelques semaines pour qu'ils répondent, parce qu'ils n'allument pas leur ordinateur tous les jours, évidemment. Mais je sais qu'ils sont... typiquement, James Mizoraka, je lui ai envoyé un lien Vimeo pour qu'il puisse regarder le film dans la version anglaise.
Et il a vu le film et il m'a dit qu'il était content d'avoir vu le film. Enfin, sa femme m'a dit qu'il avait été content d'avoir vu le film avant de mourir. Donc, c'est un lien qui s'est fait. Je reste en contact avec eux. Mais est-ce que tu vas aller leur montrer le film? Alors, j'ai pas été leur montrer le film parce qu'on n'a pas fait de projection là-bas. Je leur ai envoyé un DVD, mais enfin, ils l'ont vu en tout cas, je sais. Mais tu penses pas que ça serait... Oui, j'adorerais, mais après, voilà, ça coûte de l'argent. On va faire des cotiser. babysitters pour les enfants et tout ça. Ma femme, elle va. Je crois que c'est. Non, je vais rester ici en fait. Je vais faire un Skype avec eux. Mais non, alors c'est vraiment des gens qui m'ont. Et après, j'ai essayé de me demander si le fait que je sois suisse, si ça leur posait un problème, que je vienne un peu. Et en fait, ils m'ont dit Alvamos, là, celui qui saute en parachute, une des premières questions qu'on lui a dit, c'est mais est-ce que tu as un problème? Est-ce que tu estimes que tu as été... Puis ils m'ont dit, non, écoute, quand on était à Delbodel, non, c'est super bien éclaté, moi j'ai compris l'histoire de la neutralité, puis tu vois, bon, j'ai 92 ans, je fais encore du tennis, et puis j'adore Roger Federer, donc il n'y a aucun problème, mec, je vous aime, en fait, en tant que pays, si j'avais un deuxième pays pour habiter, ce serait la Suisse. Puis, ok. Donc voilà. Et puis, je crois que Alvamos, typiquement, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup voyagé en dehors d'avoir traversé l'Atlantique pour faire la guerre en Europe. Et sinon, il est resté dans le Midwest. C'est toute sa vie, quoi. C'est des gens. C'est aussi ça, l'Amérique, en fait. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je crois qu'il y a un micro qui circule. Je ne vois pas bien, je suis désolée, mais... Ah, là, madame. Oui, je voulais savoir comment ça s'est passé la rencontre avec la fille de ce monsieur Brequin. Alors, lorsque nous avons gagné le pitch Perspective d'un doc, il y a eu un article dans Le Matin. Et en fait, moi, je voulais la contacter, mais je ne savais pas trop bien comment. Et il y a eu un article dans Le Matin qu'elle a lu, et en fait, elle m'a contacté, puis elle m'a dit que, voilà, elle voulait raconter l'histoire de son point de vue. Et qu'elle voulait en tout cas me dire qu'elle avait contacté Dan Keller et qu'elle avait essayé de l'aider, enfin même avec sa lettre et tout ça. Et disons, elle était assez... c'était un peu compliqué avec elle parce qu'elle avait elle pensait en fait avoir aidé Dan à s'en sortir, ce que Dan ne m'a pas du tout dit. Donc, à quelque part, il y avait un truc un peu ambivalent. Je sais qu'elle a vu le film et qu'elle est un peu déçue parce que son père sort quand même comme étant un méchant. Mais ma foi, je lui ai dit que, de toute façon, si elle regardait les archives, ce qu'il y avait à Berne en tant que papier sur son père, c'était assez accablant. Et il n'y avait pas... Voilà, nous, on a raconté ce qui se réfère aussi au procès, mais voilà, je sais que lui, il a beaucoup souffert après la guerre de ça, mais elle n'a pas eu connaissance de toute l'histoire de la prison de son père ou de toute l'histoire de Vaux-Villarmoz, ou même du fait que son père ait été commandant d'un camp ou même commandant à l'armée pendant la guerre. Elle a eu vent de cette histoire seulement en 1995, donc en fait, je trouve que c'est... En fait, je trouve que c'est bien qu'elle soit dans le film parce qu'elle permet aussi d'avoir cette espèce de lien avec elle, c'est clairement une baby boomer. C'est elle qui m'a dit qu'elle voulait me parler, en fait, finalement. Je voudrais féliciter M. Wyss pour son film. Il y a quelque chose qui n'apparaît pas et qui est très intéressant, c'est de savoir que tous ces atterrissages forcés ne l'ont pas été. Lors du premier atterrissage d'une forteresse américaine sur l'aérodrome de Dubendorf, on a remarqué sur leur carte de navigation que les aérodromes de Dubendorf et de Payerne étaient mentionnés comme terrain d'atterrissage de secours lors de leur mission sur l'Allemagne. Ces gens ont été envoyés, comme vous l'avez vu, à Adelboden, et quelque temps après, quelle ne fait pas la surprise des responsables de l'aéroport de Dubendorf, de voir arriver des forteresses américaines en très bon état, se poser gentiment, et les équipages avaient reçu des cartes postales d'Adelboden de leurs copains
en leur disant lors de votre prochaine mission, atterrissez soit à Dubendorf, soit à Bayern, on est très bien dans les Alpes suisses. Et en définitive, quand on voit à la fin ces aviateurs décorés, il me semble que n'ont été décorés que ceux qui n'ont pas respecté nos règlements. Et tous les autres, ils n'ont pas reçu de médaille. Alors, c'est tout à fait juste. Maintenant, je reviens quand même sur l'histoire de venez atterrir en Suisse, vous serez sauvés. Il y a eu quelques cas de forteresse volante qui ont fait ça, mais c'est très peu en fait d'avions. Si on compte, en tout, il y a eu 168 avions qui se sont écrasés ou atterris en Suisse, américains. Et parmi ceux-là, des cas de forteresse qui étaient en bon état, donc qui auraient pu rentrer à la base, il y en a eu 7. Donc ça représente... Cette histoire, je l'ai déjà entendue, c'est vrai, mais ça ne représente absolument pas la majorité des cas. La majorité des cas, c'est des gens qui n'avaient pas les moyens, comme celui qui s'est écrasé sur le château, ou d'autres, dont l'avion ne pouvait simplement pas rentrer et qui se sont dit qu'en fait ils avaient meilleur temps d'atterrir en Suisse, ne pas s'écraser, mais qu'ils n'arriveraient pas à retourner jusqu'en Angleterre ou jusqu'à dans la base en Italie qui était plutôt au sud. Maintenant, pour revenir à l'histoire de la médaille, évidemment, la médaille, on l'a donnée seulement à ceux qui étaient emprisonnés dans le camp, parce que les Américains ont cette vision du héros qui est celle de dire, voilà, il faut avoir soit fait des bravoures de combat incroyables, ou avoir été prisonnier de guerre. Les autres, et George Michael est un bon exemple, celui qui a réussi à s'évader en France, il a fait 25 missions. C'est à la 25e mission qu'il a atterri en Suisse. Au fond, il aurait dû recevoir une médaille, ce qu'ils appellent la Flying Cross, le truc pour avoir accompli sa mission de combat. Il ne l'a pas fait parce qu'il n'a pas terminé sa dernière mission, même s'ils ont lancé les bombes. Donc lui, il m'a dit, même après, il m'a dit, moi, je n'aurais pas droit à une médaille parce que j'ai réussi à m'évader. Par contre, sa vie, elle a été différente des autres, parce qu'il a réussi. Et moi, je l'ai vu même de façon physique, la façon dont il avait de s'exprimer. En fait, cet événement d'avoir réussi à sortir de la Suisse à ce moment-là a changé sa vie par rapport aux autres qui ont gardé... Misuraka m'a dit, voilà, pour moi, ma carrière militaire aurait été différente si j'avais pas eu ce stigmate. Parce que l'histoire que vous me racontez, comme quoi ils avaient fait exprès d'arriver, c'était une rumeur qui était très, très pernicieuse dans l'armée américaine et qui disait, ils ont fait exprès. Parce qu'évidemment, les chances de survie étaient si faibles que c'était mieux d'aller en Suisse que de tenter de revenir et continuer ces missions. Maintenant, si on regarde les chiffres, il y en a très très peu. Donc en fait, cette rumeur qui s'est répandue, certes, elle a existé pour quelques-uns, mais elle a surtout servi pendant des années à ce que ces gens se taisent et que finalement, ils n'arrivent jamais à parler de leur truc parce qu'ils se sont dit, si j'en parle, on va me dire, est-ce que tu as pris tes clubs de golf avec toi, tu t'es bien amusé, bien sûr, tu étais un couard pendant que nous, on était encore en train de se battre contre les Allemands. Il y avait encore une question. Il y a un souci de micro? Non, c'est bon, j'ai le micro. Ah. À propos de Dan Koller, c'est vrai qu'on l'a fait venir donc en 1995 à Berne et on lui a montré, j'étais à 24 heures à l'époque, et les images qu'on a montrées, c'est la télévision alémanique. Et on lui a montré le Vaux-Villormoz pour lui dire, en fait, tu vois, il n'y a plus de Mirador, il n'y a plus de fil de barbelé, il n'y a plus de chiens policiers, ça va aller mieux. Et on a pensé que ce serait une bonne thérapie pour lui. Et il pleurait tout le temps. Et sa femme, on disait à sa femme, on va peut-être arrêter de filmer parce que c'est trop douloureux. Et puis elle disait, mais non, il faut qu'il pleure, il faut que ça sorte. Et finalement, quand on l'a revu en Arizona, il pleurait toujours. Hein. Donc la thérapie de montrer que le lieu n'était plus le même,
mais c'est dire aussi la violence de son traumatisme. Madame, Oui. Ce qui me laisse un peu perplexe, c'est que vous dites que vous n'avez pas, enfin, personne n'a pu, enfin, dans les hautes sphères ou dans l'armée, n'a pu parler de ça, enfin, reconnaît que ça existait vraiment. Il y a cet historien, il a quand même dû rencontrer des gens pour dire que ça existait et tout ça. Donc, c'est comme s'il y avait une sorte de clivage entre ce que vous avez pu avoir vous, et puis, je pense, toute une série de gens qui ont des documents, à moins que ce soit tout détruit, ce qui m'étonnerait quand même, et qui ne veulent pas en parler parce que c'est honteux, parce que l'image... Alors, il y a deux choses. Dans les archives à Berne, on trouve, par rapport à ce con, surtout le procès de Béguin. Ça a été beaucoup documenté. Quand il y a eu des affaires les Russes, les Soviétiques qui ont été tués avec les photos, tout ça, il y a des inspections. Maintenant, si on regarde d'un point de vue vraiment, on va dire, la Suisse n'avait, enfin, le comité de la Croix-Rouge à Genève n'avait pas le droit d'inspecter les camps en Suisse jusqu'en mars 1944. Parce que la Suisse avait dit, on n'est pas en guerre, pourquoi vous viendrez inspecter les camps chez nous? Et puis la Croix-Rouge leur a dit, ouais, mais bon, à la fin de la guerre, ça va être intenable de garder cette position après la guerre, en disant, surtout qu'il y avait quelques rapports, il y avait un médecin pas très loin du camp de Wau-Wilhelmus qui disait, quand j'ai des gens qui viennent du Wau-Wilhelmus me voir, je les vois dans un état horrible, il doit se passer des choses. Et en fait, les gens ont été alertés, mais personne n'a agi, et dans les rapports, il reste très peu. Et je vous parle de l'histoire du CICR, juste pour vous dire qu'au fond, moi j'ai été voir les archives à Genève du CICR par rapport aux inspections qu'ils ont faites en 1944 et en 1945 de ce camp, et dans les 3 inspections d'avant décembre 1944, on dit que tout va bien, que finalement Béguin est l'homme de la situation, que oui, les rations alimentaires sont certes faibles, mais enfin bon, c'est quand même des criminels, et puis elles ont été un peu augmentées, donc ça va. Et puis, il reste un rapport de décembre 1944, au moment où les Américains ont tapé sur les bancs en disant « ça va pas, votre camp, on entend de nos soldats qui sortent que c'est horrible », et la conclusion, enfin, en allant aux archives, je vois qu'en fait, ce document manque dans les archives. Je vois rapport décembre 1945, il doit y avoir une fiche, et puis quand on la voit, puis l'historien du CICR m'a dit, ouais, je sais pas, c'est étrange. Puis je dis, mais ça arrive souvent qu'il manque, puis il m'a dit, pas vraiment, c'est une coïncidence. Et si je regarde à Lucerne ce qui s'est passé avec les gens que j'ai vus, les personnes m'ont dit, on a essayé de parler, Ilmar Gernet, qui est un historien, qu'on voit dans le film, il y a 20 ans, il a fait un travail d'histoire orale autour de tous les villages. Personne ne voulait en parler. Ceux qui auraient pu en parler. Beaucoup de gens disent, c'est une vieille histoire, on ne veut pas en parler. Et dans les archives, comme je vous dis, tout ce qui reste, c'est vraiment des documents liés au procès de Béguin, et puis des choses, on va dire, nombre de prisonniers, etc., etc. Des rapports faits par l'armée ou par le CICR, ils parlent tous de ce camp comme étant un endroit qui se passe bien. C'est de là que vient cette histoire comme quoi les Suisses l'ont nié aussi parce que dans les archives, ces archives ont été rendues publiques seulement dans les années 80. Donc en fait, pendant 50 ans, c'est resté une sorte de... c'est comme tout avec la protection des données, disons. Justement, je crois que ce soir, il y a pas mal d'enseignants en salle. Comment vous voulez faire vivre maintenant le film? Alors, bon, moi, comme pour le film que j'avais fait sur le Chili, moi, j'imagine qu'il y aura une fiche pédagogique qui va être faite pour ce film, comme on le fait souvent avec les films de climage. Pour moi, de nouveau, un film comme celui-ci, c'est un point d'entrée dans une histoire. C'est pas exhaustif. S'il y a des livres que vous pouvez lire, dans le livre d'Olivier Griva qui raconte l'internement, enfin, qui est un des seuls livres qui existe vraiment sur, si ce n'est le seul, qui existe sur l'internement, il y a la biographie de Dan Koller qu'il a écrite en anglais, mais enfin, qu'on peut trouver à la BCU à Lausanne. Pour moi, ce film est un point d'entrée dans l'histoire. C'est un moyen d'avoir une discussion. Donc c'est vrai que nous, on l'a aussi monté et raconté comme une fiction. On est très proche des personnages. On raconte l'histoire de 4 personnes, finalement, qui racontent, eux, leur petite histoire et qui s'intègrent dans la grande.
Donc, je pense que c'est comme le film que j'avais fait sur les chiens, c'est un film qui fonctionne en classe par rapport au gymnase bien parce qu'il est assez prenant et qu'on arrive à rentrer dans l'histoire, de la petite histoire, et que peut-être que voilà, on peut parler de neutralité, on peut parler de différentes choses. Mais justement, le film va sortir en salle? Alors le film sort pas en salle, il sera diffusé sur RTS 2 dans la case Histoire vivante le 22 novembre à 21h05. Et si jamais s'il y a des établissements scolaires qui Ils peuvent aimeraient prendre contact montrer ce avec film, moi avec plaisir et je viendrai comme Climage. j'ai fait. Climage.ch. Et il y a des DVD en vente à la sortie aussi, évidemment. je crois que tu as préparé une petite surprise. Oui, alors Laura. il y a encore quelqu'un qui veut poser une question. Oh, pardon, excusez-moi. Pardonnable. Bonsoir, ma question est très très simple. Vous faites une fiche pédagogique pour les jeunes, ce qui est très bien. Expliquer le passé est excellent. Vous avez frôlé une institution internationalement reconnue qui est le siège de la Croix-Rouge à Genève. Vous en avez parlé. Étrangement, la page manque. C'est pas la première fois que ce genre de choses se produit. La Banque nationale suisse a des pages qui manquent aussi, pardon. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que dans la fiche pédagogique, vu que vous parlez du rôle annexe du CICR, vous parlerez aussi de la visite de ce même CICR à Birkenau et à Buchenwald, qui signalait des camps totalement bien tenus? Je prends note. Non, alors je savais aussi, enfin ça c'est aussi des choses dont on a discuté au CICR, ça fait partie aussi de leur histoire et de ce qu'on peut en parler. Enfin, en tout cas par rapport à ça, ce que vous dites est vrai, et surtout le CICR en fait a été un peu exclu dans l'après-guerre d'être un grand acteur international jusqu'à la guerre du Vietnam. Donc ils ont été complètement exclus de la guerre de Corée parce qu'on avait estimé qu'ils n'avaient pas fait leur boulot. Voilà, entre l'histoire des fiches qui manquent et puis du fait d'avoir vu ou pas vu des choses, en fait, il y a évidemment des tonnes de trucs à écrire. Maintenant, je ne sais pas exactement comment on va fabriquer cette fiche pédagogique, mais je pense que ça y figurera comme d'autres choses d'ailleurs. Enfin, mais c'est bien, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite à boire un verre. Ah oui, pardon, alors, évidemment. Une intervention. Je voulais juste encore faire une remarque à propos de la Suisse aujourd'hui, où il y a quand même de la part des autorités suisses un certain malaise par rapport à tout ça. Quand on était à Washington, on a essayé d'avoir une interview de l'ambassadeur des États-Unis, de Suisse à Washington. Il a refusé de parler. On s'est dit, on va essayer d'avoir l'attaché militaire, c'est quand même son job. Et le général Welch, qu'on voit sur l'image, avait proposé à l'attaché militaire et à l'ambassadeur de venir au Patagone pour la remise des médailles. Et ils ont pratiqué la politique de la chaise vide. Et on a aussi essayé, à travers le porte-parole de c'était Burkhalter, qui était président cette année-là, d'avoir une réaction. Et non, donc il y a quand même ce silence dénote un certain embarras quand même. Nous disions donc. Donc, je vous invite à boire un verre pour cette première manger Et des pop-corn. et des pop-corn. Merci. Des pop-corn. Merci beaucoup. Je vous attends dimanche, Capitole, Marco Bellocchio. Et merci à Climage. À bientôt.